Salut à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo avec Clem Paddle. Salut à toi, bienvenue. Je te laisse te présenter, puis après petite question, petite interview. Et ensuite on fera tout ce qui est échauffement, étirement. Tu vas nous montrer un peu tes capacités de super kiné. Merci Stéphane pour l'invitation, pour la vidéo. C'est cool de pouvoir un peu partager des points qui sont importants pour tout joueur de paddle. Ouais. Qui sont vraiment sous-exploités, sous-estimés. Donc là on est à mon cabinet de kiné, donc ici à Wavre. Je reprends ici la kiné depuis 1 mois et demi. C'est vraiment cool, je suis super content. Donc moi je suis à la base, j'ai fait éducation physique, un peu prépa physique, kiné du sport, prépa mentale aussi l'année dernière, une formation que j'aimerais bien pouvoir développer un peu plus. Et surtout je donnais aussi pas mal de cours dans des académies à Nivelles avec Clem, que tu as fait la vidéo, Clément Gens, François Zola. Et à côté de ça j'avais commencé un peu à faire les petites vidéos, petits partages, YouTube. Et voilà. Qui sont très très bien, d'ailleurs je vous conseille. Moi c'est pour ça que je t'avais contacté de base, parce que je les avais vus et je t'ai trouvé très pédagogue et je trouvais ça très très utile pour tout niveau au final et pour tout joueur de paddle. Quoi. Ouais, merci, c'est gentil. Et alors ton niveau en paddle? Mon niveau en paddle, je suis P1000. Félicitations déjà. Merci. Je suis P1000 qui joue pas beaucoup. Hein. Ouais. J'ai été blessé là pendant 2 ans et demi, j'ai pas joué pendant 2 ans et demi moi. Ah ouais quand même. Blessure au poignet, j'étais tombé en interclub, on m'a fait tomber de l'autre côté du filet. Ah ouais. Mais bref, j'ai pas joué pendant 2 ans et demi et j'ai recommencé à jouer en mai l'année dernière. Fait à peine un peu plus de 6 mois. Ouais. Je suis content de rejouer parce que c'est vrai que j'avais mes proches, mes potes savent à quel point ça a été une période difficile. Ouais, c'est ça. Pour tout joueur de paddle, de pas jouer au paddle pendant 2 ans et demi. Et voilà, avec les 2-3 diagnostics un peu des chirurgiens qui m'avaient posés, c'était compliqué. D'ailleurs, j'ai toujours des douleurs hein, dans la position pompe. Ça va rester. Manipuler, patient, etc. C'est toujours un peu douloureux. J'arrive à jouer sans douleur. Tu t'es fait opérer? Non, impossible. Non. Ah ouais. Parce que j'ai un kyste qui est en profondeur, qui est trop proche, qui est en contact avec un nerf en fait. Ok, ouais. Et donc ils veulent pas prendre le risque, et ce que je comprends en soi, c'est pour perdre la sensibilité de ma main. Donc j'en ai encore un peu besoin. Un petit peu, ouais. Et voilà, j'essaye de travailler du coup un peu tous les jours maintenant, moins j'avoue. Mais on y reviendra un peu sur les petites routines, etc. Ouais. Mais ouais, j'ai essayé là depuis septembre, donc d'il y a 2024, j'ai fait 1 an d'exercice tous les jours, quasiment 1 heure d'exo tous les jours, où j'ai récupéré de la mobilité, de la force, de l'endurance. Ouais. Et c'est ça qui m'a permis de rejouer petit à petit. Voilà. Alors 6 mois, plus de blessures par rapport à ça? Autre blessure, du coup, vu que j'ai pas joué pendant 2 ans et demi, j'ai recommencé à jouer, je me suis fait mal au tendon d'Achille. Ouais. On en parlera à mon avis. Mais oui, les blessures très fréquentes du paddle. Voilà, blessures fréquentes, qui traînent un peu, qui prend du temps. Là, j'ai encore fait mes exos ce matin, j'ai fait 2 fois hier. Ouais. Voilà, c'est des petites routines à mettre un peu tous les jours, ça va beaucoup mieux. Hein. Des blessures qu'il faut vraiment pouvoir soigner, parce que sinon ça devient vraiment chronique et chiant à long terme. C'est ça. Comme moi, ma périostite. Exactement. Ça fait partie de ce genre de pathologie, un peu de surcharge. C'est ça. Tu as 2 types de pathologies dans le paddle. Enfin, type de pathologie en règle générale. Pathologie un peu de surcharge ou des pathologies un peu traumatiques, micro-traumatiques. Pathologie de surcharge, c'est tendinopathie, périostite, épicondylite, douleur d'épaule un peu persistante chronique. C'est juste des surcharges, c'est tes capacités. Ouais, c'est ça, des tissus mous, des tissus tendineux qui vont être inférieurs aux contraintes que tu vas leur infliger. Ouais. Et donc l'idée c'est d'aller un peu les renforcer, les stimuler et puis de diminuer un peu les contraintes. C'est ça, en jouant un peu moins au paddle notamment. Pas forcément en arrêtant complètement, mais en essayant de diminuer. Je crois qu'il est même déconseillé d'arrêter complètement le sport. C'est clairement déconseillé, Ça va être, c'est clairement déconseillé d'arrêter le sport. Ça c'est la pratique un peu qu'on avait il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. Qui est de se dire on fait du repos, sauf qu'en fait si tu arrêtes complètement, tes capacités elles sont là, avec tes contraintes quand tu joues elles sont ici, que tu reviens à 0. Ouais. Quand tu vas recommencer à jouer, tes capacités elles seront toujours inférieures. C'est ça, ouais. Que si toi tu viens diminuer de, je dis n'importe quoi, tu joues 4 fois au paddle dans la semaine et que tu joues que 2 fois et que tu viens ici, tu renforces un peu, là ça va être bon. Et puis plus tu vas rejouer un peu, plus tu vas renforcer. Et l'idée c'est d'avoir des capacités qui sont plus fortes que les contraintes que tu vas imposer à tes structures. Ouais. Est-ce que tu penses que le renfort est plus important que travailler la technique au paddle? Donc plus important de faire plus de séances de renfort sur une semaine que plus de séances de paddle? Bonne question. Oui et non. Je pense qu'à un certain niveau, à partir d'un certain niveau, je pense que les capacités physiques vont vraiment prendre d'autant plus l'importance. Je parle juste pour ma part actuellement, je rejoue au paddle, je prends du plaisir, mais je sens que j'ai vraiment progressé sur les 6 derniers mois parce que physiquement je me sens plus fort, aussi parce que j'ai pas fait de sport pendant 2 ans et demi, ça c'est clair et net. Ouais. Mais je pense que à partir d'un certain niveau, techniquement, tactiquement, dans le jeu, on a un peu ce truc-là, et les trucs qui vont faire la différence, comme on en a déjà parlé tantôt, c'est un peu la prépa mentale et la prépa physique qui va être vraiment intéressante. Pour des joueurs comme toi qui débutent un peu plus en PC100 jusqu'à 400, 500, pourquoi pas, oui, la technique va être importante, la compréhension tactique va être super importante. Donc c'est un peu à manager, mais évidemment, toi tu as déjà des bonnes capacités physiques. Un mec qui est quand même PC100, il va quand même avoir besoin de travailler un peu son physique pour être plus endurant, pour être plus régulier, pour tenir l'échange plus longtemps. Donc c'est une bonne question, je sais pas dire que oui, que non. C'est ça, Mais je pense Moi je sais que personnellement, par rapport à mes périostites, donc je jouais beaucoup trop, donc entre 4 et 5 fois la semaine, ce
qui est énorme, vraiment énorme. Des fois, je pouvais même enchaîner plusieurs matchs sur une journée. Et j'ai vraiment fait une décision parce que les 2 semaines où mentalement ça n'allait pas, je pense que une grosse partie de ça venait de mon physique et que j'avais super mal aux jambes, que j'avais vraiment du mal à courir sur le terrain, ça devenait infernal. Donc du coup, j'ai décidé de jouer. Donc je fais renfo lundi, mercredi, jeudi. Mardi, je fais une partie de paddle. Vendredi, je fais 1 heure de cours. Où là, ça reste quand même moins physique qu'1 heure et demie de match. Et si j'ai les tournois le week-end, je fais les tournois le week-end. Et si j'ai pas de tournoi, je fais rien. Ça, c'est très bien. Voilà. Parce que j'ai vraiment décidé de passer plus sur du renfo. Et je me dis, de toute façon, je fais un cours par semaine. Donc toutes les semaines, jusqu'à mon avis, je vais peut-être faire ça toute l'année. Physiquement, je dois être en forme pour assumer tous les tournois, tous les matchs, etc. En avril-mai, pouvoir remonter un peu mes séances de sport, faire, même s'il faut peut-être du renfo le matin, faire du renfo le matin et aller jouer le soir au paddle et repasser à 3 ou 4 fois la semaine si mon corps me le permet. Ouais, c'est de trouver un équilibre qui te correspond. Exact. Et c'est sûr que déjà ce que tu fais là, 2 paddles dans la semaine, c'est déjà très bien parce que ça te permet de faire des séances de renfo à côté, que ce soit une séance de renfo pure, une séance d'un peu renfo un peu plus type kiné par rapport à tes pathologies, etc. Et ça, c'est important. Et je pense vraiment que pour revenir sur ta question que tu m'as posée, si tout le monde pouvait faire comme tu fais là, ça serait vraiment idéal parce que tout le monde joue au paddle 2-3 fois dans la semaine et il y a encore 3 jours à côté où il y a moyen de renforcer un peu plus les parties spécifiques, quadrilles, un peu plus le gainage, les lombaires, les épaules, travailler un peu avec un kiné, avec des exemples un peu plus spécifiques, tes pathologies. Ça, c'est sûr que si tout le monde sait faire ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Comment est-ce que tu vas gérer ici un tournoi après une semaine où tu as déjà fait plusieurs matchs? Vu que tu as fait aussi la préparation mentale, autant répondre et physique et mentale. C'est vrai. Comment gérer un tournoi après avoir pas mal enchaîné la semaine? Je pense que quand déjà tu sais que tu vas avoir un tournoi le week-end, on essaye peut-être de diminuer un peu les parties la semaine, on essaie de diminuer un peu les charges, les contraintes qu'on va infliger un peu à son corps. Si c'est plus ou moins compliqué, on va essayer d'augmenter sa récupération, de bien dormir, de bien s'hydrater, de bien manger, ça reste quand même la base au final. C'est ce dont on parle la majorité du temps avec les patients ici, avec mes collègues aussi. Ça reste l'hygiène de vie en règle générale qui est d'abord hyper importante parce que tu peux bien t'entraîner, tu peux faire beaucoup de matchs, mais si tu récupères pas bien, si tu dors pas bien, si tu t'hydrates pas bien, si tu manges pas bien, au final c'est tout ce que tu vas. C'est vraiment là où tes capacités elles vont vraiment en prendre un coup. Donc je pense que il y a encore une fois plein de choses à prendre en compte, la récupération en règle générale, et puis pouvoir un peu connaître son corps tout simplement. Sentir que si j'ai des petites gênes, des petites douleurs, savoir un peu ce que ça correspond, à quoi ça correspond, ce que ça veut dire. Est-ce que si je rejoue, je vais vraiment empirer le truc, est-ce que pas? Et donc c'est un peu tout ça, c'est apprendre à gérer un peu ses capacités. Moi, vu que tu parles de l'eau, de bien boire, moi personnellement, je buvais pas beaucoup d'eau. D'ailleurs, j'en bois pas toujours énormément non plus. Maintenant, je sais que quand j'ai mes tournois le jour avant, je vais boire beaucoup d'eau. Ça vraiment, je vais essayer d'hydrater au maximum. Et les jours de mes tournois, vu que quand je fais du sport, étonnamment, je ne sais pas pourquoi je ne bois pas énormément. Tant je transpire fort. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends des électrolytes. Et je pense que sincèrement, je peux le conseiller à tout le monde. Moi, j'ai jamais eu de crampes. Plein d'autres soucis, mais les crampes, jamais. Donc voilà. Moi non plus, j'ai jamais eu de crampes par exemple. Et pourtant, je bois assez régulièrement. Je prends aussi un peu de magnésium, je prends aussi un peu d'électrolytes quand on joue, etc. Je pense qu'il y a peut-être des sujets, je sais pas, qui sont un peu plus sujets aux crampes. Mais oui, tu as raison d'en parler. C'est super important. Moi, je conseille aussi à beaucoup de joueurs de s'hydrater encore plus en match et de prendre un petit peu des petits électrolytes. C'est ça, Parce que ça permet vraiment de garder un peu plus d'eau dans ton corps, d'autant plus quand on transpire beaucoup avec tous les petits sels minéraux, etc. Que tu évacues dans ta transpiration et qui vont petit à petit, progressivement, on sait que 1% de déshydratation va très vite correspondre à 10% de performance en moins. Donc 1-2% de déshydratation, ça fait vite une grosse dip dans ta performance. Donc c'est vrai que c'est un point qui reste le plus important au final. Vraiment l'hydratation, je pense que si je pouvais donner un conseil, un conseil, il y en a plein à donner, mais l'hydratation ça reste la base au paddle, et moi c'est ce que je dis, pour bien se sentir au paddle, mais surtout pour bien se sentir dans la vie de tous les jours. C'est vraiment la base. J'ai une autre question qui m'est venue que je n'avais pas préparée. Qu'est-ce que tu penses du collagène? Oula. Parce que moi j'entends beaucoup de monde autour de moi qui en parle. J'ai suivi aussi le mode du collagène en ce moment, ça fait 2 semaines que j'en prends. Après je sais que ça prend beaucoup plus de temps pour que ça fasse effet. Est-ce que c'est mental ou pas? Ça je vais te laisser y répondre. Mais qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Alors je suis pas ultra renseigné sur le sujet, mais ce que je sais, c'est que quand tu vas prendre du collagène, ton corps va déjà d'abord devoir détruire tous les acides aminés. Donc du collagène, c'est une cellule qui va contenir plusieurs acides aminés que ton corps va déjà devoir détruire avant de pouvoir utiliser que certaines parties
d'acides aminés, que certains acides aminés. Et donc je sais que par exemple, moi j'ai pris à un moment donné de la glycine, c'est un acide aminé qui est contenu dans du collagène, mais j'avais aucun intérêt à prendre du collagène pour aller chercher juste cet acide aminé, cette protéine-là qui était intéressant par rapport à mes petits soucis articulaires, etc. Donc je pense qu'il y a eu un peu une hype là, une mode sur le collagène. J'avoue que je suis pas ultra prononcé parce que je n'ai pas vraiment et je suis pas très pointu dans le domaine, mais je pense qu'il y a des compléments alimentaires qui peuvent être très intéressants. Le collagène, je suis pas forcément pour. Je pense qu'il y a plein de choses à faire avant de prendre du collagène. Et donc voilà, c'est juste ça. Bah, tu rejoins l'avis de mon médecin à qui j'ai posé la question. Donc voilà. Tant mieux alors. C'est quand même très cher le collagène. C'est cher. C'est très cher. Je sais pas ce que t'en penses toi, Romain. Ouais, c'est un mode, peu la mode, hein, vraiment. Ah ouais, parce que moi je te dis. Le collagène marin, c'est encore mieux que le collagène, etc. Moi j'ai. Parce que tu vois, des gens qui regardent la vidéo, ils vont se dire ah putain. Ah ouais, c'est pour ça. Je suis sûr qu'il y en a qui prennent ça. C'est parce que les élèves, moi, tu vois, c'est ce que je veux aussi faire passer avec les vidéos, c'est que le sport, c'est fait pour tout le monde, que tu aies de l'argent ou pas d'argent. Et le collagène, j'entends tout le monde parler de ça autour de moi, parce que tous les vieux prennent ça, parce que voilà, et ça coûte. T'en as pour 40, 50 € par mois. Ça, on peut le rajouter, hein, que vraiment, c'est des dépenses qui sont pas spécialement nécessaires. À l'inverse, c'est ça. Du must après, que tu aies validé tous les autres. C'est clair. C'est ça, voilà. Ça reste quand même très très cher. Et peut-être en vrai que pour des sportifs très très haut niveau, la petite différence pour eux peut faire la différence. Ouais, c'est ça, je pense. Mais pour nous. Je pense qu'il y a plein de choses à tester, à mettre en place avant d'aller chercher ces petits produits complémentaires, supplémentaires qui sont infimes. Souvent, moi j'aime bien parler un peu de la loi de Pareto, là. Les 20% qui donnent 80% de résultats. Bah, généralement, dans tes 20%, ça va être, comme on a dit, bien manger, bien boire, bien dormir. Faire un peu de renfo. En fait, j'entends beaucoup de personnes qui, à un certain âge, commencent à me dire le collagène, moi ça me fait du bien, etc. etc. Moi, je pense que ça reste quand même aussi du mental. Parce que tu te dis, tu comptes presque tes semaines parce que tu sais qu'après 6 semaines, il y a un effet placebo. Et en fait, 30%, il est là. 3/4 des gens qui me disent ça font pas de renfo. Donc en fait, je pense que si tu fais ton renfo, je suis pas sûr que tu aies besoin de prendre quelque chose pour aller mieux. En tout cas, voilà, moi je voulais en parler, je voulais poser la question parce que j'entends beaucoup de monde parler de ça autour de moi. C'est quand même très très cher. Moi personnellement, j'ai essayé parce que je me dis, avant de parler ou de critiquer sur quelque chose, j'essaye toujours. Je vois pas de différence personnellement. Ma femme en a pris aussi, alors on voit pas non plus. C'est très très bon. Par contre, j'ai pris de la bonne marque. C'est extrêmement bon. Mais à part ça, moi je trouve que ça ne sert à rien. Pour toi, quel est le muscle le plus sous-estimé au paddle? Bonne question ça. Le muscle le plus sous-estimé au paddle. Moi j'ai une idée de la réponse. Ok, attends, laisse-moi réfléchir un peu. Je te laisse réfléchir et je te dis après. Le muscle le plus sous-estimé, sous-coté au paddle. C'est intéressant, quand même te dire le gainage, le transverse, les abdos, le corps un peu. J'aurais pu dire, sous-estimé. Non, je vais rester sur le gainage parce que c'est le transfert de force mécaniquement qui va te permettre, si déjà tu es fort au niveau de tes bas du corps, ton bas du corps, c'est souvent ce qu'on travaille chez le joueur de paddle. C'est travailler vraiment le bas du corps. Si tu es vraiment fort, solide en bas, que tu arrives à bien te sentir planter, mais qu'au final tu n'as pas de transmission de force, tu n'as pas ton gainage qui est solide pour aller transférer un peu ton énergie cinétique qui vient du sol, ta force du bas du corps elle te sert à rien. Et inversement, avoir un bon épaule, mais si tu sais pas pousser dans tes jambes parce que tu perds toute l'énergie dans tu viens frapper, tu es désarticulé, t'as pas de stabilité et de musculature profonde. Parce que quand je dis gainage, c'est pas faire du gainage. C'est toute la ceinture abdominale. C'est la ceinture abdominale, le transverse, les muscles profonds qui vont être super intéressants de travailler. Et je pense que ce qui est sous-estimé dans beaucoup de sports, au final, ça reste pour moi la ceinture abdominale. Moi j'allais dire exactement la même chose. Parce que je ne savais pas si tu allais dire ça ou si tu allais dire les jambes, enfin de manière générale les jambes. Mais je pense que les jambes, tout le monde le sait. C'est parce que les gens n'aiment pas forcément le travailler. Mais au final, je crois que j'avais vu un article scientifique qui disait que 75% de l'effort venait des jambes. Au paddle en tout cas. C'est clair. Enfin, après, de toute façon, même dans la vie de tous les jours, c'est tes jambes qui te font fonctionner beaucoup de choses. Donc ça, je veux dire, on le sait. Mais c'est vrai que la ceinture abdominale, ça reste très important, que ça soit pour tout. Et dans beaucoup de sports aussi, dans tous les cas. Moi j'ai fait des sports de combat. Si tu n'as pas de ceinture abdominale, tu ne fais pas forcément les transferts comme tu dis, etc. Donc c'est pas bon. Je pense que dans beaucoup de sports, ce sera le cas. Dans beaucoup de sports, dans la vie de tous les jours, je pense là à quasiment tous les patients qu'on prend en charge en kiné, on incorpore toujours des notions de gainage, des petits exercices de stabilité du tronc, etc. Parce que c'est ça qui va permettre un bon transfert de force, qui va te donner de la stabilité, qui va limiter des instabilités. Et donc non, je pense que c'est super important.
Au paddle, ouais, tout le monde sait qu'il faut les jambes, c'est bien pour courir plus vite sur la balle, être plus bas quand la balle va dans la vitre, qu'il faut descendre, etc. Pour les smash, pour plus vite reculer, mais encore une fois, si t'es pas stable, moi je vois plein d'élèves, je le dis, j'en parle souvent à mes élèves, de cette notion-là de sentir de jouer avec le poids du corps, d'être gainé, etc. De sentir que c'est fort, parce que on voit trop d'élèves frapper la balle en dilettant dans tous les sens, les banderas, boum, le pied qui se lève, parce que mes abdos ils viennent se relâcher. Plus mes abdos ils vont rester engagés, plus je vais pouvoir jouer ma bandera, ma vibora, mon smash frappé vers l'avant. Et forcément, je pense que c'est vraiment le muscle, officiellement. Je dis ça, le muscle vraiment sous-estimé du paddle. Tout le monde veut prendre un peu de la masse musculaire, tout le monde veut avoir des bons quadris. Je parle pas aussi assez des mollets. Moi qui suis un peu dedans aussi, la petite tendinopathie d'Achille. Mais pour dire que les mollets, c'est super important. C'est ça qui va te permettre de donner de la réactivité. Je pense que les mollets sont pas assez travaillés aussi dans le paddle. Dans la vitesse de réaction, dans l'explosivité, dans le fait de faire une bandera. J'aimerais bien le montrer, mais d'aller mettre le pied et de repartir vite, etc. Hors technique, physiquement, ça demande beaucoup. Bah oui, c'est clair. Et je pense que vraiment, tous ceux qui vont dire le paddle, c'est pas physique, etc. Au début, c'est tranquille, on joue. On a tous commencé. Et puis, plus tu vas t'améliorer, plus tu as besoin de ça. Comme dans tous les sports. Tous les sports deviennent de plus en plus physiques. Comme tous les sports. Il y a des sports qui, dès la première fois que tu vas aller faire du sport, tu vas faire par exemple du MMA ou tu vas faire de la boxe anglaise ou n'importe. Le premier cours, tu vas comprendre que physiquement, tu es à la ramasse. Le paddle, tu peux commencer, tu peux aller taper la balle, tu vas t'amuser, tu peux courir un petit peu, tu vas pas te sentir mal. Maintenant, le paddle, si tu commences à monter en niveau, tu dois courir, enfiler, reculer, avancer, faire des banderas, des vibora, des smash, avancer derrière. Et là, ça devient beaucoup plus physique et tu vas sentir tes jambes qui commencent à brûler parce que quand tu dois aller chercher des balles basses, penche pas, tu plies tes jambes, tu vas les chercher. Non, tu bloques le dos, tu bloques, comme ça, tu fais comme ça. Et voilà, donc ça, physiquement, ça reste un sport de tous les cas. C'est clair. Je pense qu'il y a des sports qui sont peut-être un peu moins physiques que d'autres. Maintenant, ça reste un sport de raquette, il faut courir, il faut avancer, ça reste très dynamique, très explosif. Donc c'est peut-être moins endurant que d'autres sports, mais au niveau musculaire, ça travaille parce que ça reste explosif. T'as toutes les capacités physiques qui sont prises en compte. T'as tes capacités un peu anaérobiques jusqu'à tes capacités aérobiques. Voilà, t'as fait une vidéo avec Clem. Clem, s'il est très fort, c'est parce que de base, il est très fort aussi physiquement, qu'il va très vite, il reste quand même très explosif. Et c'est sûr que tu vois la même chose chez les pros. Pourquoi les pros ils sont pros? Parce que déjà, avant d'être meilleurs que nous techniquement et tactiquement, physiquement c'est des machines. Ils sont monstrueux. Donc je pense vraiment que tes 4 pieds de la performance, tu as la tactique, la technique, le physique et le mental. Et moi c'est ce qui, je déborde un peu sur le sujet de la vidéo peut-être un peu, mais quand je vois les joueurs qui viennent me contacter pour les cours, etc., tout le monde pense technique. Et d'abord, pour moi, le plus important au paddle, c'est déjà de comprendre le jeu, de bien se placer, d'être régulier, d'être patient. Ta tactique, c'est super important. Techniquement, tu peux être un peu limité. J'ai eu la chance l'autre jour, grâce à Osaka, de rencontrer Raúl Marcos, qui a été 35e mondial. Le mec, il m'expliquait, il tenait sa raquette comme une poêle à frire, il sait rien faire. Mais tactiquement, etc., il était super bon. Et d'autant plus si tu arrives un peu à travailler ton aspect un peu mental et surtout physique. De toute façon, Clem l'avait dit dans la vidéo, donc si même vous êtes juste régulier, jusqu'en 400-500, vous pouvez monter. Évidemment. Déjà, ça, c'est déjà sûr. Tu peux être mauvais techniquement, mais très bon physiquement et tu vas monter. C'est clair. Par contre, l'inverse, tu es très bon techniquement, mais physiquement, tu n'es pas très bon. Tu vas monter, mais tu vas être limité. Tu vas être plus vite limité. À ton niveau, grâce à ta technique, de réussir à envoyer la balle dans la bonne zone à la bonne vitesse, tu vas pouvoir mettre en difficulté ceux qui sont 1 ou 2 niveaux au-dessus de toi. Mais aller chercher 2, 3 niveaux, 4 niveaux au-dessus, ça, tu seras beaucoup plus plafonné si ton physique ne suit pas, évidemment. C'est ça, Je pensais pas que tu allais être aussi intéressant. Ça, tu laisses dans la vidéo. Ça, je laisse. Il pensait juste à la partie kiné, mais pour l'instant, on n'a pas parlé de kiné. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de kiné, en fait. Tu pourrais en soi faire un podcast, tu vois, alors. Moi, c'était le truc que je faisais pas dans mes vidéos YouTube, parce que j'avais besoin de l'image, de montrer tout le temps les erreurs techniques, les erreurs tactiques ou physiques. Mais là, juste sur des parties de discussion comme ça, tu prends ton son. Pour toi, quelle est la différence majeure entre... la différence physique, je vais parler plutôt physique, entre un joueur 500 et un joueur 1000. Pas forcément la technique, mais vraiment physiquement, pour toi, quelle va être la différence? Et, petit bonus, quelle est la différence entre, par exemple, toi qui es joueur 1000 et qui est dans le top 10 belge? Très bonne question. Un peu de tout, encore une fois. Je pense que là, tu me parles de la différence physique.
au final, je vais répondre comme si je parlais de technique, tactique, physique, mentale. Un peu de tout au final. Un peu de tout, ouais. Un peu de tout. La différence même entre réponse que Clément. Ouais, bah voilà. Franchement, c'est dur de dire. Entre un P500 et un P1000, la différence, elle va être un peu tout. Ouais. Un peu plus explosif, un peu plus endurant, un peu plus bas sur les jambes, un peu plus réactif, un peu plus gainé. Et ça va être la même différence entre P500 et un P1000 qu'un P1000 et un top 10 belge. Ça, c'est sûr. Ah ouais, au final, comme disait Clément, aussi entre top 100 mondial et top 10 mondial. Exactement. Ce qui fait la différence, c'est qu'ils font tout un peu mieux. Un peu mieux, voilà. Sur le plan physique, sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan mental. Je pense que c'est une bonne question, mais c'est pour ça où je pense que c'est ça qui est intéressant au paddle, c'est qu'il y a moyen de travailler plein de choses qui sont un peu, je pense, sous-estimées. La partie physique, la partie un peu mentale, la partie un peu tactique aussi. Là où je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont se concentrer uniquement sur leur partie technique. Et moi, je suis profondément convaincu que avoir une bonne technique, mais sans les trois autres, ça reste pas très intéressant. Donc je pense que travailler physiquement déjà un peu de son côté, et avoir un mindset un peu d'accepter d'être juste régulier, de ne pas vouloir gagner le point, mais déjà d'en perdre le moins possible. Ça change déjà beaucoup de choses. Ça change déjà beaucoup de choses. Moi, j'ai un partenaire, il se reconnaîtra quand il regardera la vidéo, on en parle souvent. On peut donner son nom On peut donner son nom. Lui, par exemple, il s'énerve très très vite en match. Et en fait, il joue bien. Il y a un truc dans le match qui va lui faire vriller et c'est fini. Il se retrouve à jouer comme P25 quoi. C'est clair. Vraiment, et tu peux le faire danser sur le terrain parce que mentalement ça ne va pas. Et lui il le sait et il travaille aussi là-dessus. Moi sur le terrain, je vais vite m'énerver sur moi quand je vais rater un coup, quand je me dis je fais une vibra, je vais la faire un peu plus forte. Boum, elle prend la vitre. Des trucs un peu comme ça où tu te dis t'es con, ou alors des smash parce que je fais que ça et qu'au final tu dois pas le faire ou je le fais pas au bon moment. Maintenant j'ai vraiment travaillé sur mon mental et je me dis déjà à l'heure actuelle je suis P100, il va arriver P200 donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre donc c'est normal que je fasse des erreurs et que s'il n'y avait pas d'erreur, le poids il se terminerait jamais. C'est clair. Donc je pense aussi que mentalement il y a toute une préparation à faire. Je fais tout un processus de bain glacé maintenant. Enfin, pas bain glacé. De bain glacé, Bain froid. Donc entre 8 et 12 degrés, je reste une dizaine de minutes dedans. Déjà pour mes périostites et mes inflammations, ça me fait du bien. Et j'ai vraiment senti un aspect très mental là-dessus. Ça c'est clair. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui disent, pas des coachs paddle, les coachs de vie qui disent faites un bain froid le matin quand vous vous levez, etc. Il y a plein d'effets positifs. Il y a énormément d'aspects positifs. Sincèrement, moi j'ai été très étonné parce que depuis que j'ai fait ça, je sais pas pourquoi, mais quand je suis sur le terrain, j'ai cet aspect de me dire, je sais pas, ça vient sans y réfléchir, mais de te dire si tu es capable de rester 10 minutes dans le froid alors qu'il fait moins 5 degrés d'or et que tu te gèles, et qu'au final ton corps s'adapte, tu sens que tout s'adapte en fait, c'est ton mental et tout te pousse vers mieux et donc je pense vraiment que cet aspect mental ou si un jour ça t'intéresse, ça me plairait qu'on fasse une vidéo par rapport au mental. Moi c'est vraiment un truc qui m'intéresse, comme je t'ai dit juste avant de venir, j'ai fait formation de prépa mentale l'année dernière pour à la base répondre à des petites demandes de mes élèves, etc. Moi ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse un peu au sujet, il y a plein de trucs que je trouve vraiment cool là-dedans, qui sont sous-exploités, sous-utilisés clairement. Et le premier truc moi que j'ai retiré de ma formation avec Geoffrey, ma puissance mentale sur Insta, pour ceux qui veulent aller voir quand même, vraiment top. C'est les premiers effets, c'était pour moi quoi. J'ai appris tellement de trucs sur moi, sur la manière de gérer les émotions, de gérer plein de choses, c'est super important. Et je pense que vraiment la partie mentale, ça reste la base de tout dans la vie. J'ai encore vu une vidéo il y a 2-3 jours là sur un mec sur Insta, Casse Suisse, là, qui est le prépa physique de Galmon Fils, etc. Un prépa physique, bref, il expliquait dans l'entrepreneuriat que tu avais du mindset et des skill sets. Un entrepreneur qui a plein de skill sets mais qui n'a pas de mindset, ça sert à rien. Un entrepreneur qui a un bon mindset et pas de skill set, c'est lui qui va réussir et qui va progressivement. Avec David, celui avec qui je fais un peu mon projet Clem Paddle, etc., les vidéos, lui m'a fait réfléchir un peu à une pyramide un peu d'enseignement, etc. Et j'ai fait une petite pyramide mindset, placement, coût. J'en ai déjà pas mal parlé parce que je pense que la base de la pyramide de l'enseignement du paddle, etc., c'est le mindset. Mais le mindset, c'est pas juste l'estime de soi, la confiance en soi, mais c'est aussi juste les tactiques de base, être régulier, trouver les bonnes zones, mindset, le placement, être bien placé sur le terrain et après techniquement avoir des petits trucs en plus. Mais je pense que c'est vraiment la base du truc, le mindset et le mental. C'est ça, il y a une préparation mentale à avoir aussi avant vos tournois. Si vous y allez en mode je vais boire ma bière après mon match, même si je perds, je suis pas sûr que vous allez gagner le match. Je pense que déjà ça part déjà. Donc je pense que si vous faites un tournoi, vous voulez le gagner, vous devez vous préparer mentalement avant, vous devez vous dire allez, je vais le gagner, être toujours positif. Moi c'est quelque chose que je travaille très très fort, même avec mon partenaire. Voilà, je fais un match, boum, pleine vitre. Ça arrive. Vous avez vu ici au FIP, Chingoto, il en a mis dans la vitre et parce que il essaye des nouvelles choses aussi, donc c'est normal. Moi ce que je me dis c'est
prochaine, elle est dedans. C'est pas ah ne rate pas la prochaine, non, c'est la prochaine, elle est dedans. Et si tu penses positif, tu as plus de chances que ça fonctionne Ah, après. ça, ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Il y a tellement de vidéos qui montrent ça maintenant. C'est ça, ouais. Et c'est ça qui est cool, c'est que voilà, l'aspect mental est vraiment en train de prendre une ampleur et qui est, comment je vais dire ça, qui est rendu au grand public via les sports de haut niveau, via les JO là, tout récemment qu'il y a eu, où on a beaucoup parlé de ça, de Léon Marchand qui ont fait énormément de prépa mentale. Mais comme tu m'as dit, tu en as déjà fait aussi quand tu étais jeune. Et donc tout ça, c'est un petit peu dans ta manière d'être c'est clair, qui va être importante. Et que toi, peut-être, grâce à ces bonnes bases que tu as là, ça va te permettre d'aller te focus un peu plus à fond sur ta technique, sur ta tactique par exemple. C'est ça. Et ça va te permettre… Voilà, je pense que moi déjà, au vu de mes objectifs que vous connaissez déjà du coup tous, si je n'ai pas cet aspect mental, c'est impossible. C'est impossible parce que je dois me mettre une charge de travail tellement grosse déjà entre les vidéos YouTube, les entraînements, la prépa physique, etc. qu'à un moment, si tu n'es pas préparé un minimum mentalement à ce qui t'attend sur l'année, c'est pas sur le week-end, non, c'est sur l'année complète, tu peux pas y arriver, c'est pas possible. Ouais. Donc voilà, je pense que mentalement, on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, pas assez. Voilà, mentalement et physiquement. C'est clair que si tu veux te sentir bien sur le terrain, fais en sorte déjà de te sentir bien dans ta vie quotidienne et ça sera déjà largement mieux. Exactement. Quel est le pire conseil que tu peux entendre au bord du terrain? On entend beaucoup. C'est le pire conseil que je peux entendre au bord du terrain. C'est pas le pire conseil, c'est plutôt des mauvaises idées, mauvaises pratiques. Il y a plein de choses que, par exemple, on va donner cours, que ce soit avec Clem, avec Elzel, n'importe. On donne cours à des élèves, on va leur expliquer un truc et les gens vont dire « Ah, putain, mais c'est parce que mes partenaires, ils me disent. » Ouais, mais si t'es payé 100, 200 ou 300, est-ce que ce que va te dire ton partenaire, ça va être plus juste que ce que nous, on va essayer de t'enseigner là? Il y a plein de petits trucs, franchement… je sais pas te dire. Il y a vraiment beaucoup de choses. Pour moi, le truc vraiment qui revient vraiment trop souvent, en tout cas dans mes cours, c'est quand je demande juste à mes élèves à la volée d'être un peu plus loin du filet. Tout le monde vient me dire viens coller. Non, c'est l'objectif du paddle. Moi, j'en donne deux, c'est mettre la balle dans le terrain une fois plus que l'autre et occuper un maximum la position au filet. Si t'es collé au filet, tu vas tout le temps te faire lober. C'est clair. Donc déjà, recule un peu plus à hauteur entre les deux grilles, là, entre tes deux poteaux, voire plus au dernier poteau. Et c'est là où, t'auras une balle ou deux dans tes pieds sur 10 balles, mais t'en auras que 3 qui vont te lober. À l'inverse d'être plus proche, t'en auras 0 dans tes pieds, mais t'en as 6 ou 7 qui vont te lober. Et ceux qui me disent la balle elle meurt, etc., c'est juste parce que t'es trop avancé. C'est ça. Et moi, quand je dis à mes élèves reculer, on m'a jamais dit de me mettre aussi loin. Ouais, mais c'est la position. Là, tu vas juste moins te faire lober. Et mes partenaires, quand je vais me mettre là, ils vont me dire avance. Je pense que ça, c'est vraiment le truc que j'entends. Moi, pour tous les cours que j'ai eus, donc je prends des cours depuis septembre, je crois. Je pense pas qu'on m'ait déjà dit de me mettre collé au filet. Pas une fois. Je pense que si, par exemple, Arnaud Messen, et je pense que c'est une très bonne pratique ce qu'il dit. Il te dit mets-toi, comme tu dis, entre les deux poteaux, et quand tu as la volée, tu fais le pas en avant et tu l'allonges. Tu fais le pas, tu vas chercher ta balle, et quand tu sens que tu fais une balle qui va un peu mourir dans la vide, que l'autre va la toucher derrière lui, qui va avoir du mal à la relever, là tu peux plus coller. Là on est d'accord. Moi je vais quand même très 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 rarement au bord du filet. Je préfère au final rater cette occasion d'avoir la belle balle pour faire un par 4 s'il faut, mais ne pas perdre 6 points sur 10 parce que j'étais collé au filet pour rien. C'est clair. Il y a un truc intéressant que j'ai dit à un élève l'autre jour qui m'a dit mais en fait j'ai eu 3 avis différents. Moi je lui demandais d'être un peu au dernier poteau, il m'a dit un autre coach m'a dit d'être là et un autre coach m'a dit d'être là. Toutes les positions sont bonnes en fait. À partir du moment où tu vas jouer ta volée en avançant, tu vas passer de la dernière attaque et puis après tu viens te replacer. Mais être que au dernier poteau et pas bouger tes jambes, c'est pas bon parce qu'elle va dans notre pied. Que au milieu c'est pas bon et que devant c'est pas bon non plus. C'est le truc c'est… Puis il y a une question d'anticipation aussi, donc moi Arnaud, si vous regardez les cours, vous le savez. J'espère que tu vas bien Arnaud. Si tu sais que tu vas faire un lob qui va aller presque mourir sur la vitre, sur le revers de la personne, 9 fois sur 10, il va faire quoi? Il va relober. Il n'a pas le choix, il ne saura pas faire… c'est clair. Donc il va relober. Tu peux un peu anticiper. Donc toi, tu n'avances pas trop. Et à l'inverse, s'il a une balle un peu plus facile, tu vas savoir peut-être qu'il va faire une chiquita ou quoi. Donc là, tu peux peut-être te permettre de te mettre en entre-deux, pas non plus collé, parce que là, tu vas l'avoir vraiment dans tes pieds, mais en entre-deux pour avoir la volée basse. Voilà. Maintenant, je ne suis pas non plus un professionnel tactiquement ni positionnement parlant. Mais je sais que dans les cours, c'est toujours ce qu'on me dit, c'est anticiper et ne pas t'avancer pour rien. Et surtout quand vous êtes en défense. Moi, ça par contre, c'est un gros problème que j'avais, que j'ai toujours mais que je travaille beaucoup. Quand je suis en défense, pas avancer pour rien. Tu restes derrière, tu attends et une fois que tu as la bonne balle… Ça fait partie aussi d'une erreur. C'est un peu jouer en bas, faire un pas et être sur la ligne blanche, j'étais déjà mal placé. Faire un lob, même si le lob il est bon, je vois trop d'élèves un peu venir coller, etc. C'est dur de venir coller bloqué. Il faut avoir la réaction, l'œil, la main, le placement. Prenez le temps.
non, jouer simple paddle. Ouais, c'est ça. Jouer clairement. simple, attendre de faire un bon lob qui passe derrière avant de monter au filet, place-toi bien au filet. Au Question final, de comme de placement, toute façon tu l'as dit avant, le but c'est pas forcément de mettre le poids, c'est de remettre la balle de l'autre côté Ouais. et de travailler le poids au final, Exactement. jusqu'à avoir vraiment là cette balle presque parfaite, facile, où clair. là tu peux te permettre, et en attendant bah, tu remets la balle et tu attends et tu es plus patient. Moi je trouve que j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur mes derniers matchs, je prends beaucoup plus le temps. Si je dois lober 3 fois, 4 fois, parce que j'ai la possibilité de faire des bons lobs, bah, je fais le lob et j'attends. Ouais, c'est ça. Et puis si je dois faire une chiquita parce que je suis bien mis, bah, je la fais, je rejoue un peu plus bas ou quoi. Mais je ne vais pas me précipiter au filet pour rien non plus maintenant. Donc voilà. Bien varier, bien C'est ça. s'adapter, bien bouger, être bien placé, être régulier. Truc simple, hein, mais pas toujours facile à faire dans la pratique. Est-ce que tu conseilles les étirements statiques avant le match, oui ou non? Non. Étirement statique en règle générale avant l'activité physique, voilà, on sait, il y a des études qui ont montré que c'est pas pertinent, ça n'augmente en rien, ça peut même te faire perdre un petit peu des petites capacités de force, etc. Donc non, c'est pas idéal. Des étirements un peu plus balistiques pour aller chercher de l'amplitude articulaire, ça c'est intéressant parce que, encore une fois, c'est comme tous les étirements passifs, statiques, s'ils sont faits, ils doivent être faits avec un but derrière, d'aller améliorer par exemple la mobilité active, d'aller améliorer une amplitude qui est un petit peu manquante peut-être, mais juste s'étirer pour s'étirer. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut savoir pourquoi on le fait et avant un match, non. Après un match, oui, faire une séance de récup avec un peu d'étirement statique, avec un peu de mobilité active, passive, etc. Ça c'est intéressant. Mais avant match, non, je pense que dans l'échauffement, il y aura plein de choses à faire avant de faire des étirements passifs, statiques. Et du coup, après match? Après match, ouais. Après une partie, 2-3 heures après, avant de se coucher, après sa douche, ça c'est vraiment bien. Bien quoi. Encore une fois, si quelqu'un a besoin de faire ses étirements juste après, encore une fois, c'est rare. On voit très peu de personnes s'échauffer au paddle, très peu de personnes directement faire. Moi, c'est ce que j'allais dire. T'hésites pas à me contredire si j'ai tort, hein, vraiment pas. Les étirements, c'est toujours mieux de les faire un petit peu plus tard. Parce que si tu les fais directement, tu es à chaud, tu risques peut-être des fois de trop étirer parce que tu es vraiment à chaud et de te blesser. Maintenant, moi, ce que personnellement je vous conseille par habitude de sport depuis que je suis jeune, faites vos étirements quand vous êtes là-bas parce que vous ne les ferez pas chez vous. Sauf si vous savez que vous allez le faire, etc. chez vous. Ça, si vous êtes assidu là-dedans, alors là oui. Si vous savez que vous allez rentrer, vous allez être fatigué, vous allez dans le divan avec votre femme ou votre homme ou n'importe quoi, faites-le sur place. N'allez pas trop loin ni rien, mais ce sera quand même mieux que de ne pas les faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Exactement. Voilà. Je pense que des petites séances d'étirement de mobilité, moi j'ai quelques joueurs ici à qui je conseille ça, même, voilà, parce qu'ils jouent déjà bien et parce que je constate des petites lacunes, un petit peu de mobilité. Et ça, juste encore une fois, ça va permettre de diminuer un petit peu ton risque de blessure, ça va t'augmenter des mobilités, tu vas pouvoir te sentir mieux, tu vas mieux bouger sur le terrain et ça je pense que c'est indéniable. Voilà. Ça c'est une question qu'on m'a posée moi. Pour un smash puissant, qu'est-ce qui prend le dessus, la technique ou la force? Pour un smash puissant, la technique. La technique et le relâchement. Ouais. C'est très simple biomécaniquement à comprendre, mais si je veux mettre de la force, généralement on se crispe un peu, on va faire avec l'épaule. Ma raquette va moins vite quand je fais ça que quand je vais faire ça. C'est ça. Donc en fait c'est un peu le bras de levier, et c'est pour ça que les raquettes notamment un peu plus diamant, etc., qui ont un poids plus en tête, vont juste avoir un bras de levier plus grand, une inertie en bout de raquette qui va être plus grande. Donc pour avoir un smash puissant, il n'y a aucune… On le voit chez les pros, hein, des fois tu peux taper la balle et juste faire un petit coup de poignet, ta balle elle sort. Que tous ceux qui veulent taper comme des bourrins avec l'épaule, ça aide. Donc je pense que vraiment, oui, pour taper fort, un minimum de technique c'est important. Je pense qu'il y a plein de choses à travailler. Il y a beaucoup Mais oui, ta question est très juste. Techniquement, bien plus intéressant pour taper fort. Moi j'ai un partenaire qui est un bourrin. Tu sens que quand il frappe, c'est parce qu'il met tout son corps sur la balle, quoi, tu vois. Et alors il m'a déjà dit plusieurs fois, moi des fois j'arrive à… Je suis mais dans une position, tu te demandes comment c'est possible. Moi des fois je me dis comment je fais. Je suis comme ça en arrière et je viens à se matcher, soit je fais un rématé ou elle sort en par 4. Et en fait, je pense que ces balles-là, j'ai même presque plus facile parce que je suis tellement dans une position où je peux pas forcer, je ne saurais pas forcer comme ça. En fait, je lâche vraiment le mouvement et en lâchant, après voilà, je pense quand même que j'ai des épaules, trapèzes qui me permettent aussi d'avoir peut-être un peu plus de force par rapport à ça, je sais pas. C'est vrai que j'ai des smashs quand même assez faciles, mais c'est vrai qu'en fait, je sens vraiment que quand je suis relâché sur une balle, voilà, ça part direct. Par contre, des fois, parce que là j'ai un manque de technique, je prépare, mais en fait, je vais envoyer, je me crispe comme un con et au final, ça part pas. Ouais. Soit ça part pas ou soit ça part plein de vite. Et c'est vrai que voilà, je pense que le relâchement technique est beaucoup plus important. Enfin, je pense pas, je suis sûr que c'est beaucoup plus important que la force pure et dure, quoi. Et c'est dans tous les sports. Dans tous les sports. Moi, le premier, là, quand j'essaie de se matcher, je sens bien que la balle,
elle part pas si j'ai forcé à 20%, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est dur, c'est de vraiment réussir à trouver le relâchement. C'est vraiment pas évident, mais c'est vraiment important. Et du coup, pour finir la vidéo, je sais que tu as un site de préparation physique, que tu pourrais m'en parler. Ouais, c'est pas un site de prépa physique, mais j'ai créé mon site clempaddle.com sur lequel j'ai pour objectif de faire encore d'autres programmes en ligne. Notamment, j'ai déjà sorti le premier, enfin même 3 premiers. Le premier qui était la partie échauffement récupération, qui était offerte ça pour toutes les personnes qui étaient dessus, dont on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et après, j'ai fait 2 programmes de préparation physique. Un programme des 10 fondamentaux du paddle, où justement j'ai incorporé 10-12 erreurs techniques, tactiques, physiques et mentales avec lesquelles je donne des solutions, les trucs à travailler en autonomie chez soi, etc. Et pour revenir plus à la partie physique ici qui nous intéresse, ça je pense que c'est vraiment un point qui est vraiment important, intéressant à travailler pour tous ceux qui sont motivés ou qui me disent voilà je vais à la salle mais je sais pas trop quoi faire comme exercice, etc. Je pense que moi en tout cas j'ai pris vraiment plaisir à créer ce truc là comme en kiné en fait, à donner des solutions et des outils aux joueurs. Un programme que j'ai fait 12 séances en fait, avec Clem notamment, avec Gilles, avec Roxane, avec Basile, où en fait j'ai à chaque fois un joueur qui fait la séance en direct, les exercices en direct, c'est filmé, moi je donne les consignes, je donne le timing et à la maison il suffit de mettre l'écran, l'iPad sur la télé ou sur l'ordi et à faire les exos en direct. Ah ouais, c'est bien. Et voilà, c'est des exos qui sont spécifiques pour le paddle, que j'ai fait quasiment une séance sur 2 avec la raquette, pour vraiment aller simuler les gestes les plus précis possibles. 2-3 petites consignes aussi, un peu de technique du mouvement, de sentir le poids du corps, des trucs qui sont tellement simples mais tellement basiques à mettre en place. Et donc voilà. Ça permet aux gens de faire ça à la maison, sans devoir soit payer des coachs très chers ou préparateurs physiques très chers, etc. Ouais, c'est sûr. Ça reste un budget, ça c'est sûr qu'il y a toujours un budget, mais c'est sûr que proportionnellement à un programme là que j'ai fait sur mon site, on m'a dit 2-3 fois c'est cher, 250 € c'est un budget. Ça je suis bien le premier à le reconnaître. C'est un budget, c'est un budget, mais proportionnellement tu vas faire 5 heures chez un prépa physique. Ça te revient. Et encore si c'est à 50 $. Ouais, c'est ça. Ce qui est faut déjà le trouver. Ouais, il faut déjà le trouver, je pense. Alors que là, tu as accès, c'est ça. Et moi, j'ai des élèves, des joueurs qui ont fait le programme 2-3 fois déjà. Ça fait 1 an qu'ils l'ont, le programme. C'est des programmes de 12 semaines. Et puis voilà, tu t'adaptes. Dans mon programme, j'ai fait 2 catégories. Une catégorie débutant et une catégorie confirmée où en fait, j'ai fait 12 séances. La catégorie débutant, c'est 2 séances dans la semaine. Et ta catégorie confirmée, c'est 3 sessions de 2 séances dans ta semaine. Donc en gros, j'ai fait des séances de 20-30 minutes, assez longues, bas du corps, etc. Explosivité, cardio. Et puis des séances un peu plus courtes de 10-15 minutes de gainage, renfo, épaules. Et puis dans la partie combinée plus confirmée, tu prends une grosse séance, une petite séance que je t'ai donnée sur un fil avec un planning. Et puis tu suis ça, tu fais en fonction de ton agenda. On me dit mais t'as 3 séances, mais je sais en faire que 2, c'est pas grave. C'est ça, c'est clair. Simplement. C'est déjà mieux que rien. Ouais, c'est clair, exactement. Ok, top. Il y aura le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Encore un grand merci à Clem. Merci à toi, c'était cool de partager tout ça. Très cool. Je pense que c'est intéressant. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour les échauffements et étirements, tout ce qui est routine, etc. Donc merci les gars. Ciao.